в таком количестве. Меня зовут Алексей Артамонов. Вместе со своей коллегой по сообществу Бахор Анной Прониной мы промодерируем сегодняшнюю встречу. Сейчас хочу лишь только... Être des modérateurs de notre rencontre avec Pronina. Et avant de passer la parole au directeur de l'Institut français de Saint-Pétersbourg, je vais vous dire quelques mots sur la traduction. Pour comprendre, entendre la traduction russe, il faut cliquer sur le globe où c'est marqué traduction et choisir la version russe. Si vous avez des problèmes avec la traduction, écrivez dans le chat, voilà, pour résoudre le problème. Ainsi, après la conférence, nous allons transmettre les questions. Envoyez-les, s'il vous plaît, en langue russe dans le chat. Et maintenant, je passe la parole à Gilles Mametz. Je vais m'efforcer de ne pas être trop rapide dans mon débit et j'encourage tous les locuteurs ce soir à suivre la vie de Mikhail, notre traducteur. Néanmoins, je voulais tous vous saluer pour cette reprise en 2023 de nos conférences consacrées aux sciences humaines et sociales sous l'égide de l'Institut français de Russie. C'est qui fonctionne très bien, on en a pu le vérifier l'année dernière et on est très heureux de vous accueillir plusieurs centaines pour ces conférences. D'abord, je voulais remercier donc les organisateurs de cette conférence, remercier Anna Pronin et Alexei Artamanov qui nous font l'honneur d'assurer la modération de cette conférence avec leur association Bachor Vesna et je suis ravi que nous puissions les accueillir ce soir parce qu'ils pourront intervenir en leur qualité de spécialistes de la question coloniale et c'est précisément un des thèmes qui sera abordé ce soir. Je voulais également le Centre San Innovats, qui est notre partenaire sur ce cycle de conférences et dire toute la joie que nous avons de pouvoir poursuivre nos collaborations. Maintenant, venons-en au cadre de l'intervention de ce soir, rapidement, puisque Madame Vergès, on ne vous présente plus. Vous êtes néanmoins, pour le public russe qui vous connaît peut-être un peu moins, je voudrais rappeler quelques éléments de votre parcours. Tout d'abord en qualité de journaliste, éditrice liée au mouvement féministe. Vous avez... Peut-être qu'on peut débrancher certains micros. Donc, Madame Vergès, vous avez poursuivi des réflexions sur le musée tel qu'il devrait être. Vous avez une filmographie aussi à votre actif, avec notamment un film consacré à Aimé Césaire, un autre à Maryse Condé. Vous avez été commissaire indépendante et avez offert au musée du Louvre et au mémorial de l'abolition de l'esclavage de Nantes des expositions traitant notamment de la question coloniale et de l'articulation entre l'activité muséale et le fait colonial, ce qui est en soi une gageure tant on sait que combien l'institution muséale est historiquement liée précisément au mouvement. Donc, j'ai bien trop parlé encore en guise d'introduction, mais je voulais vous dire vraiment merci de nous faire l'amitié de cette conférence. C'est un sujet qui, malheureusement, revêt une actualité toute nouvelle aujourd'hui que celui de la question impériale et coloniale. Chaque pays a fait son examen de conscience. La France est toujours engagée dans cette voie et je suis ravi que vous puissiez nous apporter vos lumières sur cette question-là. Donc, merci à tous les organisateurs, y compris de l'Institut français. Donc, merci, un grand merci à l'équipe de l'Institut français à Saint-Pétersbourg. Et je vous laisse la parole, Madame Françoise Vergès. Bonjour et bonsoir. Tout le monde m'entend bien? Oui.
D'accord, merci. Ben, merci de vraiment, je suis très touchée par cette invitation et et vraiment, j'étais très intéressée, j'étais très touchée de la recevoir. Et je vais essayer donc de rassembler, de résumer en 1 heure mes réflexions sur cette question de musée. Et évidemment, Gilles Mamès rappelait qu'elle était extrêmement d'actualité. Mon propre intérêt pour le musée, moi j'ai grandi à l'île de la Réunion, qui est une toute petite île dans l'océan Indien, mais vraiment toute petite, qui a été une colonie française et qui est toujours sous domination française. Il n'y avait pas de musée. Et j'ai visité des musées d'une certaine manière assez tard, mais j'ai toujours été intéressée par le musée. Et d'un point de vue, qu'est-ce que le musée représentait dans le récit colonial, parce que je venais de ce qu'on appelle le Sud global, et qu'est-ce que pouvait être une décolonisation du musée. Donc le prochain livre qui paraît en début mars en français s'appelle « Programme de désordre absolu, décoloniser le musée ». Et parle de cette question, de la possibilité ou de l'impossibilité de décoloniser le musée. Donc, j'en parlerai, je préciserai ça. Donc, pourquoi le musée? Pourquoi le musée? Pourquoi je me suis intéressée au musée? Moi qui viens aussi, évidemment, qui me suis intéressée à l'histoire de l'esclavage, à l'histoire du colonialisme, à l'histoire de l'impérialisme, à l'histoire des guerres, de la violence systémique contre les femmes et de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie décoloniale. Parce que pour moi, le musée, même si on n'y va pas, entre dans nos vies. Le musée est à la hauteur de la gloire du pays. Si on a un grand musée avec des pièces d'art, des tableaux extrêmement connus internationalement, cela reflète sur le pays et la nation. On est une grande nation parce qu'on possède une grande collection d'art, une collection d'art universelle qui fait partie de la grande histoire de l'art. Le musée est inévitablement lié au récit national. Benedict Anderson, qui a étudié l'impact de l'imprimerie sur la question du récit national, disait qu'il y avait 2 piliers du récit national, l'imprimerie et le musée. Donc le musée a une importance énorme dans la construction du récit national et dans la construction de l'idée qu'une nation peut se faire d'elle-même et du degré de civilisation que cette nation aurait atteint. Plus le musée est absolument merveilleux, magnifique, plus le degré de civilisation serait haut. Évidemment, si le musée possède une collection qui prend une place dans l'histoire de l'art, dans la grande histoire de l'art. Le musée aussi m'a intéressée parce qu'il y a en fait de profondes inégalités. Quand on dit le musée, il y a en fait 61% des musées qui sont dans ce qu'on appelle le Nord, au Nord, c'est-à-dire l'Europe, les Amériques du Nord, et un peu ce qu'on appelait l'Europe de l'Est, alors qu'il n'y en a que 0,07% dans le monde arabe, ou 0,08% dans le monde africain, sur le continent africain. Donc on a d'énormes disparités quand on parle de musée. On a d'énormes disparités aussi, évidemment, parce que le musée est victime de ce qui l'entoure, hein, n'est pas là dans le pays en dehors de tout. Donc a souffert, beaucoup de musées dans le Sud ont souffert des programmes d'ajustement structurel, et même en Grèce, par exemple, on n'a pas besoin de penser seulement au Sud global, mais quand la communauté européenne a imposé à la Grèce une politique de restriction budgétaire, les musées en ont souffert. Il y a évidemment la guerre, l'impact de la guerre sur les musées, l'impact des budgets, et on a eu l'impact du Covid. Beaucoup de musées ont fermé à cause du Covid et beaucoup n'ont pas réouvert en fait. Près de 19% peut-être ne réouvriront même pas. Ensuite, les musées est aussi l'objet d'attaques, de mouvements xénophobes ou nationalistes. Et évidemment, il est aussi l'objet depuis plusieurs années de demandes de restitution, de demandes de rectification dans l'histoire de l'art, dans l'histoire qu'il raconte, de non-représentation des femmes ou de sous-représentation des femmes ou de communautés qui ne sont pas les communautés vues comme les communautés importantes. Donc, le musée, pour moi, est un espace social de conflit. C'est un terrain de bataille, on pourrait dire. Ce n'est pas un terrain neutre, ça n'a jamais été un terrain neutre, mais il est profondément pas neutre. Mais le musée, je le vois aussi comme un tout social, c'est-à-dire ce n'est pas simplement ce qu'il y a sur les murs, qu'est-ce qu'on voit dans les galeries, mais aussi qui travaille.
et comment on travaille, qui nettoie le musée, qui garde le musée, comment sont formées les personnes qui vont travailler dans le musée, quelle est la formation des historiennes et historiens de l'art, quelle est la formation des conservateurs, comment s'organisent socialement et de manière genrée les équipes à l'intérieur du musée. Tout cela, pour moi, donc le musée est un tout social qu'on doit voir de la cave, on pourrait dire, au grenier, et pas seulement ce qui se montre. Donc la question n'est pas seulement celle de la représentation, pour moi, est-ce que le musée représente bien ou suffisamment tout ce qui devrait être représenté, mais est-ce que le musée lui-même n'est pas finalement le miroir de la société qu'il y a autour, avec ses inégalités, ses injustices raciales, sociales et genrées. Il y a aussi, pourquoi je choisis le musée, parce qu'il y a un énorme désir de musée, en fait, dans le monde, pas seulement donc de la part des États, encore qu'on voit de plus en plus d'États construire d'immenses musées avec des architectes stars pour faire partie de cet écran global, d'apparaître sur l'écran global des musées qui comptent, mais aussi il y a une demande de musée de la part de petites communautés. Et donc ce désir de musée m'intéresse aussi. Il y a eu une progression énorme en 20 ans du nombre des musées dans le monde, et tous les jours, on peut dire, un petit musée, pas nécessairement un grand musée, mais même un petit musée se construit et s'ouvre dans le monde. Donc, quel est aussi ce désir de musée, souvent lié d'ailleurs pour des communautés qui ne sont pas représentées dans les grands musées nationaux ou privés, publics ou privés, le désir de montrer quelque chose de sa propre culture et aussi de préserver contre ce qui est perçu comme un effacement par le récit national, l'histoire de l'art, ou la manière dont l'art est raconté, ou même aujourd'hui les biennales, les festivals, tout ce qui constitue le marché de l'art. Finalement, le musée est aussi à une économie extrêmement importante. Quel est le musée qui a les moyens d'acquérir des œuvres? Quel est le musée qui n'a pas les moyens d'acquérir des œuvres? Si je pense par exemple en France, juste à la France, ce sont aujourd'hui les musées privés qui ont 10 fois plus de moyens d'acquérir de nouvelles œuvres que les musées publics. Donc, on a toutes les fondations financées, qui sont des fondations privées de millionnaires, comme la Fondation Arnaud ou d'autres, qui ont les moyens aujourd'hui d'acquérir des œuvres que les musées publics n'ont pas. Aussi, pour moi, le musée a été important par son architecture. Quelle est l'architecture du musée? Comment on circule dans un musée? Qu'est-ce que le musée impose par son espace, comme hiérarchie de classes, de races et de genres? Pourquoi les musées doivent-ils être silencieux? Pourquoi la manière d'entrer dans un musée, de visiter un musée? Pourquoi tout cela? Qu'est-ce qui a constitué ce monde du musée que tout le monde veut avoir? Donc ça, c'était pourquoi le musée. Ensuite, évidemment, il y a eu aussi les choses plus récentes, des demandes de restitution, notamment des pays africains, mais aussi on peut penser à la Grèce qui demande la restitution des frises du Parthénon à l'Angleterre depuis des décennies, mais aussi évidemment aux pays africains et asiatiques qui réclament aux musées occidentaux le retour d'objets qui ont été pillés, volés ou acquis malhonnêtement. Donc, il y a eu évidemment qui commence dès les indépendances africaines, c'est pas récent, c'est dès les années 50-60 qu'il y a cette demande. Donc, il y a cette grande question de la restitution et pourquoi, comment, qu'est-ce que ça signifie et pourquoi comment cela a été acquis, quel est le récit qui s'est construit sur ces objets et aussi même une critique qui vient de personnes comme Ariella Aisha Azoulay, que le terme d'art appliqué à ces objets est déjà un geste colonial. De parler d'art pour des objets qui viennent de peuples qui vivent sur le continent africain ou les continents américains, caraïbes ou asiatiques ou d'Europe, et qui seraient des communautés donc qui ne sont pas les grandes communautés nationales, c'est déjà un geste colonial, c'est déjà un geste d'appropriation. Les questions aussi d'appropriation ont été posées. Qu'est-ce que ça veut dire d'approprier? Qu'est-ce que ça veut dire aussi le lien qu'il y a eu entre les inspirations pour des peintres ou des artistes occidentaux de s'approprier des formes de narration ou des formes esthétiques sans reconnaître l'origine et la propriété de ces objets. Ces objets devenus aussi décoratifs et comment on peut lire l'histoire de la colonisation à travers, par exemple, des objets d'art et des objets décoratifs. Donc tout cela, pour moi, a toujours été extrêmement important et c'est pour ça que je m'intéresse au musée.
Dans ces musées où j'ai voulu justement donc poser la question de la décolonisation du musée est-elle possible, je me suis intéressée d'abord dans le livre qui va paraître au Louvre. Au Louvre parce que c'est le modèle même du musée universel et aussi parce que c'est l'enfant des Lumières et de la Révolution française. La plupart des grands musées européens sont les enfants des Lumières, le British Museum ou d'autres, mais tous ne sont à la fois l'enfant des Lumières et l'enfant d'une révolution telle que la Révolution française qui a été aussi importante dans l'histoire. Donc ce double parentage du Louvre m'a intéressée. Le geste de l'ouverture du Louvre, on le sait, c'est un geste révolutionnaire qui fait donc de ce palais du Louvre en acquérant, non pas en acquérant, en saisissant, en prenant toute la collection des rois et les collections des aristocrates pour les rendre au peuple. Donc, c'est un geste de restitution sans compensation. Ni les familles royales, ni les familles aristocratiques ou d'émigrés ne reçoivent de compensation. Ces objets, disent les révolutionnaires, que ce soit des peintures, des meubles, des sculptures, appartiennent au peuple parce que les rois et les aristocrates les ont acquis à cause de l'exploitation du peuple. Donc, ils ne les ont pas acquis simplement parce qu'ils le pouvaient. Ils le pouvaient parce qu'ils avaient exploité le peuple et qu'ils avaient le capital nécessaire pour acquérir ces œuvres. Donc, ces œuvres doivent revenir à leurs propriétaires légitimes, disent les révolutionnaires, et ces propriétaires légitimes, c'est le peuple. Donc, il y a ce geste, mais qui est suivi très rapidement, et c'est ça qui m'a intéressée, très rapidement, par le fait que les révolutionnaires eux-mêmes disent que la France étant le seul pays libre en Europe, tous les autres pays étant soumis à des tyrans, des dictateurs ou des rois, les objets d'art que ces pays détiennent, sont des objets captifs, esclaves, disent-ils même. Et donc, il est légitime que les armées révolutionnaires les saisissent et les ramènent en France, pays de la liberté. Donc, dès 1794, toutes les œuvres en Belgique, aux Pays-Bas, les Rubens, les grandes œuvres sont pillées par les armées révolutionnaires et rapportées en France au Louvre. Et ça continue avec ce qu'on appelait la Prusse, l'Allemagne actuelle, et puis l'Autriche, tous les pays où les armées révolutionnaires et les armées ensuite napoléoniennes pénètrent. Un des grands pillages sera celui de l'Italie, avec les campagnes italiennes des armées de Napoléon, où le Directoire, qui était alors au pouvoir, qui faisait la politique de la France, va demander à Napoléon de tout prendre. Et c'est la première fois que dans des traités de cessez-le-feu, d'arrêt des combats, sont non seulement des compensations financières comme cela avait été jusqu'à présent, mais la demande d'œuvres d'art comme prix à payer pour que la guerre cesse. Donc, on n'est plus dans le bulletin de guerre, le bulletin de guerre qui accompagnait la plupart des guerres depuis toujours. Je veux dire, le vol, le pillage, la destruction des œuvres n'est pas particulière à cette époque. Et le vol des œuvres, le pillage non plus. Mais ce qu'il y a, c'est à ce moment-là, c'est justifié au nom de la Révolution, d'une part, de la France, pays de la liberté, et ensuite, c'est dans les traités qui sont signés, il y a exigence donc en Italie, c'était les duchés et les différents royaumes qui le donnent. Donc là, il y a pratiquement toutes les collections sont vidées, les Italiens essayent de cacher, le Vatican, les œuvres du Vatican, les œuvres à Milan, à Venise seront pillées. Et notamment, il y aura un grand défilé à Paris. Ces œuvres qui sont ramenées par chariot depuis l'Italie, passant par les Alpes, seront exposées au peuple français à travers une longue parade qui va traverser tout Paris pour montrer justement à quel point ces richesses qui sont dites captives vont maintenant être libres aux mains des Français. Et on va avoir des tableaux, des sculptures, des statues, mais aussi des archives et des documents qui sont des documents historiques. Notamment, restera vraiment des Raphaël, vraiment d'énormes, vraiment toute la grande histoire de la ouest européenne.
Ce qui est intéressant, donc, pour moi, ça a été intéressant de voir, c'est-à-dire ça précède le pillage colonial que vont effectuer les pays d'Europe, et c'est vraiment, là, c'est une politique qui est mise en place au nom de la liberté. Donc, on capture pour libérer. La deuxième chose aussi qui m'a intéressée dans cette histoire du Louvre, c'est qu'au moment de la défaite de Napoléon, le musée, le Louvre, et il y a une demande de restitution par les États d'Allemagne, d'Italie, des Pays-Bas et autres pays qui avaient été pillés, mais en même temps, pas une grande exigence, parce que finalement, ce que les Français avaient accompli est admiré par le reste de l'Europe. Et le Louvre va devenir un des grands modèles du musée universel. C'est le musée qui rassemble plusieurs époques de l'histoire de l'art, mais qui rassemble aussi des objets venus d'ailleurs. Donc on sait Napoléon qui avait rapporté énormément d'objets de sa campagne d'Égypte, qu'il avait pillé en Égypte, mais aussi qui seront au British Museum. Donc les musées, ces grands musées nationaux comme British Museum et le Louvre et puis d'autres musées, vont se construire sur cette idée que finalement, c'est à ces musées de rassembler l'art de toute l'humanité et de faire des musées universels. Et à la défaite de Napoléon, je le disais, il y aura des demandes des restitutions, plusieurs objets, des milliers d'objets seront restitués, mais beaucoup d'objets resteront au Louvre ou dans des musées régionaux. Notamment, par exemple, jusqu'à présent, les noces de Cana de Véronèse qui continuent à être réclamées par l'Italie, mais d'autres. Et pour des historiens de l'art italiens, aujourd'hui, pour ce moment, ce pillage a été une catastrophe, disent-ils, pour l'Italie. Donc, le musée concentre toute une histoire de pillage, mais aussi de ce que ça signifie l'histoire de l'art, de ce qui est construit comme histoire de l'art et comme art qui mérite d'entrer au musée. Donc, le Louvre, c'est ça qui m'a intéressée dans le Louvre, comment est justifiée cette histoire et comment libérer la justification de libération se fait en fait au nom d'une oppression et d'une soumission. Et pour moi, cela fait écho à d'autres idéologies coloniales, notamment la colonisation qui est faite pour libérer les peuples de leurs tyrans et de leurs... je pourrais vous citer par exemple le cas de Madagascar, où il est question d'aller libérer les Malgaches de leur monarque, et c'est au nom de cette libération que la colonisation française se fait. On pourrait parler la même chose pour les Anglais en Inde, ou pour les Espagnols et les Portugais, et je pense qu'il y a certainement, pour ce qui a été l'Empire russe, et puis ensuite les autres formes d'empire à l'est de l'Europe, il y aurait des comparaisons à faire. Donc, dans ces musées, ce musée, ce qui m'a intéressé, c'est est-ce que sa décolonisation est possible? Je me suis posé cette question. Parce qu'il y a aussi en Europe de l'Ouest, notamment, mais aussi en Amérique du Nord, énormément aujourd'hui de programmes autour de la diversité culturelle, autour de plus d'assimilation et d'intégration, de plus d'attention qui serait faite à une histoire de l'art plus universelle. Et je me suis demandé, est-ce qu'une institution peut faire ce travail? Et je répète, pour moi, le musée, c'est pas quand on fait, par exemple, quand il propose ces programmes, mais qui les propose? Quelle a été la formation des personnes qui proposent ces programmes? Qu'est-ce qu'elles ont appris? Je veux dire, parce que je pourrais dire aujourd'hui, tiens, je vais me lancer dans une programmation, disons, sur, je sais pas moi, l'art du sud de la Thaïlande, mais je n'y connais rien. Je n'y connais absolument rien. Donc, quelle est l'éducation qu'on a reçue quand on propose des programmes sans tenir compte de toute cette histoire? Le musée est effectivement est une institution coloniale dès le départ. Elle est coloniale, c'est une institution coloniale, non pas seulement à cause du pillage qu'elle opère, sur lequel sa collection reste le plus souvent, mais aussi coloniale dans ce qu'elle veut présenter de ce qui est le récit et de ce qui est l'histoire de l'art et de ce qui est valable comme art, de ce qui sera l'art. Donc, c'est une idée vraiment coloniale, pas au sens nécessairement de ce qu'on a
dans la tête quand on parle de colonisation, parce que la colonisation, c'est pas simplement la conquête de terre, ça évidemment, ça fait partie des idéologies impérialistes et des idéologies de l'Empire, mais la colonisation, elle se passe aussi par l'imposition de discours qui font vérité, d'une épistémologie qui va faire vérité, d'un savoir qui va faire vérité. Et le musée a contribué à des savoirs qui font désormais vérité. C'est ainsi, et même le découpage en siècles, par exemple, ce que serait le XVIe, le XVIIe siècle, est-ce que cela, donc, ce découpage? Je disais, je propose donc pourquoi la décolonisation du musée occidental et universel me semble impossible. D'une part, cette notion d'universel, qui est une notion tout à fait particulière, quand elle est comprise ainsi. Ce n'est pas la question que nous serions, que la planète que nous la partageons de manière universelle. Non, c'est l'universalisme, cette idéologie, qui, à partir d'un tout petit endroit du monde, parce que finalement l'Europe de l'Ouest, c'est une toute petite partie d'un vaste espace de terre qui va de la France jusqu'à Vladivostok et ailleurs, c'est cette construction d'un espace qui s'appelle l'Europe, qui est une idée, c'est une idée qui va se construire surtout au XVIIIe siècle, cette idée d'un continent, alors ce n'est pas un continent, puisque ça fait partie d'une vaste masse de terre, d'un continent qui partagerait quelque chose de particulier, de spécifique et de profondément différent du reste du monde. Donc partagerait l'idée de l'égalité, partagerait l'égalité entre les hommes et les femmes, partagerait l'idée de la liberté comme réelle, contrairement à toutes les autres civilisations qui n'auraient pas vraiment d'idées profondes, qui ne se seraient pas constituées sur ces principes profonds de liberté et d'égalité. Et vraiment profondément, et puis de raison, de beauté, de la science, de la raison par la science. Donc tout le reste, c'est cette construction qui se fait au XVIIIe siècle, on peut le voir dès notamment les traités d'Utrecht qui sont en 1713 et d'autres, cette idée de l'Europe. C'est vraiment l'idée de l'Europe. Je veux dire, c'est pas simplement l'idée de se dire qu'on partagerait des choses communes, c'est l'idée qu'il existe quelque chose qui s'appelle l'Europe et qui partage, alors à l'époque, c'est pas la langue, c'est pas des langues, mais l'idée que c'est ce qu'elle partage, c'est la chrétienté. Donc ça, c'est vraiment l'idée du libre commerce et l'importance des colonies, qui sont soulignées tout de suite dans les traités d'Utrecht, l'importance des colonies, d'où l'Europe tire sa richesse. Et dans les textes de l'époque, tout ce qui serait à l'est de l'Allemagne fait partie d'un monde qui ne serait pas totalement civilisé. Vous avez des textes de l'époque de voyageurs dans ce que donc on appellera ensuite l'Europe de l'Est, qui sont absolument des textes de vision racialisée de ces peuples. Donc cette Europe de l'Est qui se construit, qui est une fiction d'une certaine manière, qui se construit des frontières même, voilà, c'est à l'Est c'est ici, au Nord c'est là et au Sud c'est là, va surtout rassembler d'ailleurs l'Angleterre, l'Allemagne et la France, le Sud étant mis un peu en marge, l'Italie étant simplement celle de la Renaissance, la Grèce celle de l'Antiquité, et en plus après vraiment ce serait des civilisations qui tombent. Donc, et puis bon, la Suède, la Norvège, tout ça c'était un peu mis en marge, et puis l'Espagne et le Portugal aussi en marge. Donc cette idée, cette construction de l'Europe, qui est l'idée aussi du musée universel, qui va soutenir l'idée du musée universel, est une idée qui, je le dis, émerge au XVIIIe, qui est aussi le siècle où l'Europe de l'Ouest s'enrichit énormément grâce à la traite des esclaves et à l'esclavage. Donc on a une conflation d'une construction d'un moment avec aussi maîtrise maritime par l'Angleterre, énormément de progrès dans le commerce maritime à cause d'ailleurs de la nécessité de transporter le sucre, le tabac et le café. Et donc cette idée de musée n'est pas en dehors. Elle n'appartient pas simplement à ce qu'on pourrait dire l'idée d'apporter la beauté et l'esthétique au peuple, elle participe aussi non seulement du récit national, mais du récit que l'Europe se fait d'elle-même à cette époque. Cette idée d'une Europe qui va se concrétiser ensuite avec la création de la communauté européenne, qui va d'ailleurs, selon des historiens, montrer très clairement qu'elle s'appuie toujours sur cette idée d'un partage de quelque chose qui est commun, qui est vraiment donc la chrétienté,
et qui ensuite, qui aussi, dès les traités qui sont signés après la Deuxième Guerre mondiale, vont aussi continuer à montrer que le Sud global doit contribuer à l'enrichissement de l'Europe. On peut trouver ça dans le vocabulaire des traités. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est que le musée est une institution inscrite dans un espace social, dans un espace idéologique et historique. Il n'est pas en dehors. Donc, il doit être pensé entre, par exemple, si on regarde les musées en France ou en Angleterre, en Allemagne, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ces pays, à la fois dans les pays, comment se construisent ces pays, comment se construit l'idée nationale de ce pays, les frontières de ce pays, l'idée de l'histoire de l'art dans ce pays, mais aussi à l'intérieur avec l'Europe et l'Europe contre le monde ou en relation distance avec le monde. Donc le musée participe de cette histoire coloniale et impérialiste de l'Europe dans les siècles entre le XVIIIe, le XXe et encore aujourd'hui. Le musée, notamment, ce qui m'a intéressé dans les musées, quand on parle des objets dans les musées européens, occidentaux, donc quand on parle des musées qui ont été pillés à droite et à gauche, moi, ce qui me frappe encore plus parfois que les tableaux ou les objets, c'est les centaines de milliers de restes humains qui sont dans ces musées. Les crânes, les os, les cheveux, les tonnes et tonnes de cheveux qui sont conservés dans les collections de ces musées. Et l'importance donc des restes humains, c'est-à-dire que les musées ne sont pas simplement, il y a des morceaux de corps, de squelettes dans ces musées. Et l'importance de ces restes humains me semble, de m'intéresser à ces restes humains, signale quelque chose aussi de ce que le musée. Alors, les restes humains, ils étaient pris à partir du XVIIIe, justement, mais aussi surtout énormément au XVIIIe, dans la grande période de colonisation post-esclavagiste, pour étudier et établir ce que l'Europe a appelé la science des races, c'est-à-dire à travers les crânes, de voir que tel crâne qui arriverait du Pacifique ou d'Afrique ou d'Asie est différent du crâne européen, donc indique une infériorité donnée par nature. Mais aujourd'hui, ces restes sont toujours dans les musées, dans beaucoup de musées. Il y a des musées qui possèdent des dizaines de milliers de restes humains. Et cette relation donc au corps humain pose, je trouve, énormément de questions, cette préservation. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, l'étude de ces restes est justifiée par le fait qu'on peut du coup dater qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est le squelette d'une femme, d'un homme, d'un enfant, comment cette personne se nourrissait, quelle était sa taille, donc des informations qui peuvent être importantes. Mais au départ, ces recherches ne sont faites sans les communautés auxquelles appartenaient ces corps, et donc l'importance aussi dans les demandes de restitution, qui ne sont pas simplement des restitutions d'objets, mais les restitutions de ces restes humains. Et il y a eu, dans plusieurs moments, un des cas les plus connus étant celui de Saja Hartman, qui était cette femme sud-africaine qui a été exposée en Angleterre et en France, exposée comme un objet nu, et donc quand elle est morte, son corps a été gardé, son squelette a été gardé au musée à Paris, au musée de l'Homme, étudié par les scientifiques de l'époque pour prouver que cette femme noire africaine était évidemment complètement différente et indiquait une infériorité. Elle avait été réclamée par les Sud-Africains, notamment dès la fin de l'apartheid, et il y a eu énormément de négociations, et ses restes ont été rendus à l'Afrique du Sud, où il y a eu toute une cérémonie. Donc on voit l'importance, si vous voulez, dans le musée, de ce que le musée occidental continue à raconter, et de l'importance de ces silences, de ces effacements ou de ces oublis. Parce qu'en plus, ce squelette, il a fallu du temps pour le retrouver, on ne savait plus où il était. Donc, toute une relation à la fois à ce qu'on appelle l'art, au corps humain, à l'histoire, à la culture, que le musée, justement, qu'on peut étudier à travers le musée en tirant plusieurs fils. Donc, la décolonisation, d'autre part, est impossible pour moi. Quand je dis impossible, c'est qu'une institution ne peut pas être décolonisée si le reste de la société ne l'est pas.
Je veux dire, on ne va pas décoloniser un musée, je veux dire, ça ne sera pas possible. Je veux dire, on ne va pas faire une politique totalement féministe ou totalement anti-guerre ou anti-impérialiste dans un musée si la société, le reste de la société autour ne l'est pas, parce que de toute façon, il y aurait des protestations et on sait qu'il y a des conflits dans la société entre ce que doit continuer à être un musée. Et donc pour moi, elle est impossible. Et l'idée de ce que pourrait être un post-musée, est-ce que d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un post-musée? Qu'est-ce que serait un musée différent? Qu'est-ce que ça raconterait? Et questions qui ont déjà été posées, je ne suis pas la première à les poser, mais notamment qui ont été posées par les musées, ce qu'on appelle les musées de conscience ou les musées sur l'histoire, les musées sur l'histoire de la Shoah, le musée de l'apartheid en Afrique du Sud, des musées d'anthropologie, d'ethnologie. Donc ces questions sont déjà posées. Mais elles continuent à se poser, c'est-à-dire aujourd'hui, avec les plus grandes demandes, non seulement de restitution, mais de réparation de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire ne peut pas continuer à se dire à partir de certains paradigmes. Est-ce qu'il faut des musées pour raconter ces histoires? Quel genre de musée faut-il? Qu'est-ce qui se passe dans ces musées? Est-ce que finalement l'objet doit rester au cœur de l'exposition, l'objet que ce soit un tableau ou un objet matériel? Qu'en est-il? Alors, c'est des questions que je me suis posées. Alors, je vais vous donner, parce que non, j'ai encore un peu de temps. Alors, des exemples de ce que j'avais voulu faire. En 2012, lors de la triennale de Paris, dont le curateur était Okui Anvezor, Okui m'avait demandé ce que je voudrais, moi, faire dans ce programme. Et à l'époque, je travaillais beaucoup autour de la question de l'esclavage et de l'abolition de l'esclavage en Europe et particulièrement en France. Et quand je parlais de ça en France, devant les publics, beaucoup de Français me disaient « mais nous n'avons rien à faire avec cette histoire parce que nos ancêtres n'ont été ni des vendeurs, ni des marchands d'esclaves, ni des propriétaires d'esclaves ». Et alors je me demandais mais comment leur faire comprendre que cette histoire les concernait, même si directement il n'y avait pas eu affaire. Et comme je me suis toujours intéressée au musée à l'art, je me suis dit, tiens, je vais essayer de passer par le musée, et notamment le plus grand musée de France, le Louvre. Et je suis allée voir donc des conservateurs du Louvre en leur disant que je voudrais faire ce programme que j'avais appelé « L'esclave au Louvre, une humanité invisible ». Et je savais qu'il n'y a pas de représentation d'esclaves dans la plupart de la peinture, de très peu de représentation d'esclaves dans la peinture occidentale. L'esclavage plutôt, il y a des personnes noires qui sont représentées dans la peinture européenne dès le 15e, 16e siècle, mais qui sont des ambassadeurs, des musiciens, pas nécessairement des esclaves. Ensuite, vous avez des esclaves domestiques, mais vous avez très peu l'esclavage représenté. En fait, ce sont les abolitionnistes anglais au 19e siècle qui, pour faire avancer leur mouvement pour l'abolition de l'esclavage, vont commencer à représenter notamment les bateaux négriers, les tortures, les chaînes, tout ce qui sont les instruments de l'esclavagisme, et qui vont être très très forts pour représenter ça. Donc je savais qu'il n'y avait pas de représentation, on pourrait dire littérale, de l'esclave et de l'esclavage au Louvre. Donc, mais ce que je voulais montrer, c'était comment les produits de l'esclavage avaient pénétré la représentation picturale et avaient transformé de l'or, avaient apporté à l'œil, on pourrait dire à l'œil, ces produits et avaient dès lors transformé aussi la représentation de soi et la représentation du monde social. Donc, par exemple, à partir de quel moment on voyait des cafetières, des sucriers, des théières sur des tableaux, à quel moment on voyait des gens en train de fumer une pipe, des hommes d'ailleurs en train de fumer une pipe, c'est-à-dire à quel moment le tabac et la pipe étaient rentrés suffisamment dans le monde européen pour que la représentation de soi d'un homme bourgeois masculin, parce qu'une des premières représentations c'est au XVIIe siècle, d'un bourgeois qui fume une pipe, et à quel moment donc ces représentations font partie des normes sociales, culturelles et iconographiques de l'Europe. De même, donc à quel moment on voit, à quel moment apparaissent donc des esclaves domestiques. On voit très rarement des esclaves dans les plantations.
Ou alors, ce qui m'avait été intéressé aussi, c'est un peintre hollandais du XVIIe siècle, qui s'appelle Jan Post, et qui a accompagné le prince d'Orange, le prince régnant hollandais, quand le nord-est du Brésil était une colonie hollandaise, et l'a accompagné dans son voyage, avec un autre peintre, un jeune peintre. Et tous les deux étaient donc des jeunes peintres. Et Jan Post a rapporté une série de tableaux, de très très grands tableaux, et que, comme le prince d'Orange en a donné plusieurs à Louis XIV à l'époque, beaucoup étaient à Versailles et maintenant sont au Louvre. L'intérêt des tableaux de Jan Post, c'est que on voit des tableaux il peint au Brésil, quoi. Il peint le Brésil, et on voit parfois des plantations, et puis la rivière, on voit des moulins. Mais ce qui m'intéressait, c'est que ça devient un décor. L'esclavage est un décor. Rien ne vous indique, si vous voyez le tableau, rien ne vous indique que vous êtes en train de regarder une plantation esclavagiste. Ce que vous voyez, c'est une plantation, des Noirs et puis une vie sociale. Rien ne l'indique. Donc, et ces tableaux étaient, d'ailleurs, Jan Post, quand il est revenu, il est devenu très fameux parce que c'était une des premières représentations d'un exotisme avec des fleurs, des arbres, des oiseaux, des papillons que personne ne connaissait en Europe, donc une des premières représentations. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est quand finalement l'esclavage n'est pas qu'est-ce qu'on voit que finalement qui est représenté, qu'est-ce qu'on voit. Et pour moi, ce qui était intéressant aussi dans ces séances que je faisais au Louvre, alors j'y allais avec, il y avait une historienne de l'art, un artiste ou une artiste et moi-même. L'historienne de l'art présentait le tableau et le peintre, qui, quoi, quand, comment. Je disais pourquoi ce programme, en quoi c'était intéressant de voir comment finalement l'esclavagisme avait pénétré la représentation picturale européenne, et l'artiste, comment dire, parlait librement. Il n'y avait pas ne commentait pas nécessairement le tableau. Donc ça pouvait être vraiment ce que le tableau lui faisait imaginer. Et pour moi, c'était donc là, c'était pas décoloniser, c'est une pratique décoloniale. Je n'étais pas en train de décoloniser le Louvre, pas du tout. Mais c'était de se demander qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on apprend à voir qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il est sous nos yeux, mais qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, bon, ben voilà, ben tiens, tout d'un coup, il y a des tableaux avec des sucriers. Ben oui, il y a des tableaux avec des sucriers. Bon, ben voilà, pourquoi? Donc, qu'est-ce qu'on voit et qu'on ne voit pas, et comment un tableau, c'est pas que le tableau représente, je ne suis pas en train de chercher la représentation que le peintre aurait voulu faire ça, mais de voir comment finalement la représentation, la colonie à sucre ou à tabac ou à chocolat, ou enfin tous ces produits, ont pénétré la représentation du monde en Europe, et donc ont affecté la peinture ou la sculpture ou les objets décoratifs, puisqu'on a beaucoup de choses dans les objets décoratifs qui s'inspirent de paysages exotiques ou de choses. Donc ça, c'était c'est des pratiques plutôt qu'une décolonisation. Il n'y a pas de la décolonisation, c'est autre chose. Une autre proposition que j'avais faite, c'est j'ai travaillé pendant une dizaine d'années à un projet de musée à l'île de la Réunion, donc je vous dis dont je viens, et qui était un musée qui devait raconter l'histoire du peuplement de la Réunion. Et alors, la Réunion n'avait pas de population native, donc toutes les personnes ont été amenées par l'État français. Et en général, les musées dans le Sud ces musées commencent avec l'histoire coloniale, c'est-à-dire au moment où le pays est colonisé. Et j'ai dit, mais on n'est pas obligé d'accepter cette temporalité, on peut questionner cette temporalité. Nous sommes une île dans l'océan Indien, donc c'est l'océan Indien qui est notre espace et notre temps. Notre temporalité sera conduite par l'océan Indien et non pas par la France. La France fait partie de cette temporalité, mais elle ne conduit pas, ce n'est pas elle qui organise la temporalité, la spatialité. Mais ce qui est peut-être plus intéressant pour notre discussion, c'est qu'il y a très peu d'objets matériels qui témoignent de la vie
des esclaves ou des pauvres, ou des Indiens ou des Chinois qui sont venus, qui ont été amenés sur cette île. Et j'ai proposé à ce moment-là un musée sans objet, que le principe serait un musée sans objet. Un musée sans objet voulait dire qu'on n'allait pas partir de l'objet, de l'importance de l'objet qui est donné dans le musée occidental, c'est-à-dire c'est l'objet qui raconte l'histoire. Je pars de cet objet, que ce soit un tableau ou des arts décoratifs, un meuble ou quoi que ce soit, et je raconte une histoire. Je raconte à ce moment-là, autour. Et si on n'a pas d'objet, je disais, alors qu'est-ce qu'on va raconter? Parce que si l'esclavage, on ne raconte qu'avec les objets de l'esclavagisme, c'est-à-dire les fouets, les instruments de torture, le bâtonnet grillé, on ne parle pas des femmes et des hommes qui étaient là et qui continuaient à agir comme n'importe quel être humain, c'est-à-dire à avoir faim, à avoir froid, à rêver, à tomber amoureux, à être en colère, à être triste, à vouloir mourir ou à vouloir faire, je sais pas, enfin tout ce qu'un être humain en société a envie de faire. Donc, partir de l'objet faisait qu'on n'allait pas pouvoir évoquer la vie de toutes ces personnes, de ces centaines de milliers de personnes qui avaient peuplé cette île et qui avaient fabriqué une culture qu'on appelle la culture créole, avec une langue qu'on appelle le créole, et puis des rites et des manières de faire, une cuisine, des musiques, tout cela. Donc, j'ai proposé, au lieu de partir de l'objet, de partir du récit. Et que c'était le récit, et qu'autour du récit se construirait une installation qui emprunterait au théâtre, au cinéma, à l'installation, aux arts visuels, à tout cela, qui pourrait évoquer donc un moment. Donc, cette histoire de musée sans objet n'a pas du tout plu à l'époque à l'État, ni à d'autres personnes, et qui ont fait que finalement le musée n'a jamais vu le jour. Mais ce que je veux dire, c'était à travers cette réflexion, qui a duré quand même, où nous avons travaillé pendant une dizaine d'années, a été très importante pour moi, pour comprendre ce que pourrait, effectivement, qu'est-ce que c'était qu'un musée. D'autres choses auxquelles on s'est intéressé et qui sont peut-être importantes aussi pour notre discussion, c'était quelle est l'architecture d'un musée? Pourquoi les musées pourquoi il faut des stars architectes et puis toujours un peu la même architecture imposante. Et j'avais remarqué, notamment à La Réunion, que les gens aiment arriver en groupe ou en famille et non pas de manière individualiste et aiment discuter pendant longtemps de ce qu'ils vont faire dans un lieu. Et à partir de là, c'était donc que l'entrée du musée ne soit pas comme dans toutes les entrées de musées qu'on voit à travers le monde, où là, il y a une queue comme ça, l'un après l'autre, mais que ça tienne compte de ces manières d'être. Donc, pour moi, l'architecture est extrêmement importante. L'architecture d'un musée est extrêmement importante parce que cette architecture désigne déjà une hiérarchie, une manière d'être, une manière de poser son corps, d'entrer, de faire entrer le corps dans cet espace, impose aussi une manière d'être, de galerie en galerie. Et tout cela, donc, pour moi, poser des questions. C'était aussi la division très grande qui est faite dans les musées entre nature et culture, pour parler très vite, où finalement, par exemple, un musée peut être dans un très, très beau jardin ou dans un très beau parc, mais on a ici la culture, les objets, la beauté, et à l'extérieur, un beau parc, ça peut être un beau parc. Et comment, finalement, faire travailler les deux en s'inspirant d'une architecture qui existe depuis l'Espagne jusqu'au fin fond du Japon, c'est-à-dire du jardin intérieur, de la circulation entre des espaces qui ne sont pas comme ça sévèrement divisés. Il était aussi question des langues. Quelles sont les langues que l'on fait parler dans un musée? Quelles sont les langues qu'on fait entendre dans un musée? Quelle forme aussi de bibliothèque, de médiathèque? C'est-à-dire que pour moi, le musée, la focalisation sur qu'est-ce qu'il y a sur les murs ne nous permet souvent pas de penser que à ce tout social, architectural, d'exposition, de qui sont les personnes, de monde social, qui viennent travailler là tous les jours et comment ces personnes peuvent travailler. Donc, c'était à tout cela que m'avait fait réfléchir cette idée de musée. Alors ensuite, il y a eu d'autres pratiques que j'ai faites au Mémorial de l'abolition de Nantes, mais aussi que j'avais faites en Inde ou à Myanmar ou dans d'autres, pas seulement en France ou à La Réunion, et qui sont toujours autour de cette méthode qui est que faut-il désapprendre pour apprendre?
qu'est-ce qu'il faut désapprendre pour pouvoir apprendre? Qu'est-ce qu'on n'a pas, comment nos sens, le toucher, la vue, l'ouïe, ont été éduqués de telle sorte qu'on finit par ne pas vraiment voir ou par ne pas vraiment entendre, ou nos sens ont été disciplinés. Et comment aussi on peut travailler à partir qu'un objet aussi, alors là pour revenir à l'objet matériel, qu'un objet peut nous permettre de tirer aussi énormément de fils qui font tout d'un coup surgir les enchevêtrements historiques et culturels autour d'un objet. C'est aussi évidemment voir tout ce que des artistes font aujourd'hui, mais aussi de faire attention à ce que il y a une tendance dans les musées occidentaux, je ne sais pas si ça se passe chez vous, mais quand il y a une question difficile, de demander à un artiste de répondre à cette question difficile. Si vous voulez, par exemple, un massacre colonial, on ne sait pas comment on va en parler, alors tiens, on va demander à un artiste contemporain de le faire. Et je trouve que c'est une manière d'éviter la difficulté et de se poser la question de cette difficulté. Et qu'il y a des choses qui sont très difficilement représentables, peut-être et qu'il faut vraiment se poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire représenter? Et qu'est-ce qui peut être peut-être représenté par la parole, par l'oral, et non pas nécessairement par l'objet. Donc, toutes ces questions, qui ne sont pas des questions auxquelles j'ai des réponses fermées, définitives, continuent à se poser pour moi. Et les visites, on pourrait dire, décoloniales que je fais dans des musées ou dans des galeries ou dans la ville, pour montrer aussi, parce que pour moi, les musées, il y a les musées, mais il y a aussi les monuments. Quels sont les monuments? Comment les monuments dans une ville dessinent un récit? Construisent un récit particulier, quels sont ces monuments, quels sont ces statues, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est toute cette question dans quel environnement est construit qui naturalise des choses qui sont pour moi d'injustice et d'inégalité, de racisme et de sexisme. Comment cela est naturalisé à travers justement cette institution qu'est le musée. Cette question donc de décolonisation du musée, je le disais, elle se pose assez rapidement, d'une part au moment des indépendances, parce que des pays nouvellement indépendants veulent aussi construire des musées, mais des musées qui raconteraient leur histoire, et à partir de la restitution, mais je trouve aujourd'hui elle se pose de manière nouvelle et réactivée aussi par les guerres qui se sont passées ou qui se passent toujours au Yémen, en Syrie, en Irak, et aujourd'hui en Ukraine, et qui sont là où on voit de nouveau à l'œuvre cette question de préservation et de protection, mais aussi comment les musées continuent à servir des idéologies impériales et nationales. Oui, bon, je pense que en fait, s'il faut résumer, parce que là, je voudrais garder le temps qui nous est imparti, c'est pour moi de travailler à une dénaturalisation du récit, qu'on nous présente comme voilà, c'est comme ça, le musée, c'est comme ça, l'art, de dénaturaliser cela, de déconstruire, mais en dénaturalisant, mais aussi en constamment se posant la question de qu'est-ce que nous voulons. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas évidemment de montrer ou de démontrer les injustices et les inégalités, mais d'imaginer ce que serait le musée qui serait souhaitable, si ça s'appelle encore musée, si ça ne s'appelle plus musée, dans ce cas, ben, pourquoi pas, mais quel est cet espace? A-t-on encore besoin d'espace où raconter ces histoires que des objets d'art nous racontent, ou même aujourd'hui, les musées qui se multiplient, il y a toujours les musées d'art contemporain, les musées d'art qui se multiplient, mais aussi il y a tous les musées qui se multiplient, des musées qu'on appelle d'histoire et de culture, mais qui veulent aussi montrer autre chose que simplement les réalisations artistiques.
Et ces musées posent aussi des questions qui restent toujours absolument d'actualité, qui n'ont pas été complètement, auxquelles on n'a pas encore complètement répondu, et dont on voit d'ailleurs qu'elles provoquent de plus en plus de débats et de controverses. Donc pour moi, c'est une question profondément d'actualité. Voilà, merci. Франсуаза, спасибо вам огромное за эту интереснейшую лекцию. Merci beaucoup pour cette discussion intéressante. Et moi, je suis prête à commencer la discussion. En tant que modératrice, je vais dire juste quelques mots. Nous, c'est-à-dire, nous présentons aujourd'hui l'organisme Bakor Visna, Bakor Printemps en Ouzbékistan. Pour nous, ces questions discutées aujourd'hui alors donc sont d'une importance. Et je vais commencer par la première question. Peut-être alors donc plusieurs questions posées dans le chat aussi concernent ces idées. Votre conclusion n'a pas été très positive. On ne peut pas vivre sans musée. La décolonisation n'est pas possible, mais il y a quand même un espace alors donc pour les manœuvres autour. Et vous avez écrit que alors donc il peut y avoir des différentes tactiques, la décolonisation dans un autre sens. Alors donc on peut la commencer alors donc en notre sens. Et si on s'adresse aux institutions avec une grande histoire, si on parle des musées comme Louvre, par exemple, où la collection même est un artefact historique, alors donc, si on se permet une fantaisie radicale, et si alors nous satisfont alors donc toutes les demandes de restitution, comment vous voyez l'avenir? Alors, quel sera l'avenir des comment dans votre imagination, alors donc dans peuvent exister les formes nationales, musées purement nationaux, où il n'y a que seulement les musées universels. C'est une question énorme, énorme. Alors donc, même je m'adresse à votre institution. Voilà, comment vous imaginez la situation après? Merci, merci pour cette question. Je ne sais pas si ma conclusion n'est pas si pessimiste, elle est plutôt, elle invite à travailler et à imaginer. Et je pense que c'est un moment très excitant en fait, parce qu'il nous pose la question de l'imagination et pas simplement de qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire plus tard et pas seulement faire aujourd'hui. Alors, que faire, par exemple, du Louvre à un moment donné, si on imagine, bon voilà, on a inventé, on a finalement imaginé d'autres formes, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait du Louvre, du British Museum, du Humboldt Forum et tous ces grands musées, voilà. Ah ben, on peut les laisser comme ça, hein. Ils peuvent, je veux dire, ça peut être comme des bibliothèques, ça peut être une archive, ça peut être des archives finalement. Vous voyez, moi, je sais pas nécessairement qu'il faut les détruire, mais il ne faut pas qu'ils occupent toujours cette place énorme. J'ai rappelé que les musées dans le Nord, c'est 61% des musées. Je veux dire, c'est énorme. Ils colonisent l'espace. Et que ces musées, si vous voulez, vous savez, c'est comme, par exemple, vous allez voir des ruines, quoi. Vous allez voir quelque chose qui a existé, et il n'est pas question donc de les détruire, mais il faut, on pourrait toujours aller visiter ce qu'il y a au Louvre, une fois que les choses ont été restituées, c'est-à-dire pour moi, les restitutions je n'ai aucune opposition aux institutions. Les personnes qui réclament, les objets, les restes humains, ont le droit de le faire. Qu'est-ce que ces peuples vont en faire? Alors la question, c'est que souvent, ce n'est pas les peuples, c'est les États qui demandent la restitution. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Pour l'instant, c'est plutôt une imitation de ce qui se passe en Occident, construire un grand musée, mettre les objets dedans et la gloire du pays, tout ça. Bon,
Alors, on peut se dire, c'est pour l'instant, il n'y a pas d'autre idée, d'accord. Mais je pense que l'avenir, c'est vraiment l'avenir. Qu'est-ce que ça, c'est plutôt ces idées de musée aujourd'hui, ces petits musées communautaires ou ces musées aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire de préserver? Qu'est-ce qu'on veut préserver? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut raconter? Parce que finalement aussi, comme vous le disiez, c'est que la collection fige quelque chose et prend de la place, je dirais. Et puis après, il faut conserver, préserver. Et il y a toutes des cultures qui ne sont pas comme ça pour la préservation. Je vous donne un exemple. Quand j'étais à Vancouver, il y a un grand musée, qui est un musée des peuples amérindiens de cette région, et qui ont des objets qui ont en général été ou pillés ou acquis malhonnêtement. Et il y a eu un grand travail avec ces communautés, et notamment il y a d'immenses, très très beaux totems que fabriquaient ces peuples, qui étaient donc des totems comme on en voit dans d'autres régions du monde. Et à l'époque, les Canadiens blancs les ont convaincus de préserver ces totems, parce que c'était des totems donc témoins. Et pour les préserver, il fallait les mettre au musée pour pouvoir ensuite trouver les formes de préservation. C'est des choses en bois qui sont donc dehors. Et aujourd'hui, les peuples qui avaient accepté de donner ces totems pour préservation le regrettent parce qu'ils disent que ces totems étaient là, la vie de ces totems était d'être dans la nature et d'être confrontés au vent, à la pluie, au froid, à tout cela, et donc finalement de se confondre avec, ou de disparaître, ou de se confondre avec le reste de la nature, mais n'était pas fait là pour être préservé. Donc, il se poserait déjà la question de qu'est-ce que nous voulons préserver, et que ce que nous voulons préserver n'est pas nécessairement ce qu'aura voulu préserver la génération précédente ou la génération suivante. On n'est pas, je veux dire, il faut aussi être souple, il faut tous les héritages, parce qu'il y a eu une tendance en Europe, on conserve tout. Si vous allez au musée de Tervuren en Belgique, qui était le musée privé des Léopold II, vous ne trouvez pas, je ne sais pas moi, 10 têtes d'antilope, vous en trouvez des milliers. Vous ne trouvez pas simplement un panier congolais, vous en trouvez des milliers, comme si l'accumulation était plus importante que tout. Il fallait absolument accumuler. L'accumulation était le signe de la grandeur de la royauté belge. Et c'est aussi, donc ça pose la question, qu'est-ce que nous voulons préserver? La question de l'accumulation, pourquoi faut-il accumuler? Qu'est-ce qu'il faut accumuler? Pourquoi multiplier? Pourquoi cette peur? Bon, mais si on n'a pas tout, la collection de je ne sais pas quoi, on aura perdu quelque chose. Il faut se poser la question, là, réellement, il y a quand on reçoit un héritage, on ne garde pas tout. Tout n'est pas gardable. Il y a aussi des mémoires qui se traduisent autrement que par l'accumulation d'objets et de travaux, et de documents et d'archives. Donc, il y a vraiment des questions à se poser qui sont des questions de l'avenir. Qui sont les questions de l'avenir. Qu'est-ce que nous voulons transmettre? Mais quand je dis nous, effectivement, on n'est pas dans un nous universel. Il va y avoir des intérêts totalement différents. Il va y avoir des intérêts totalement divergents. Mais les musées, pour moi, les musées qui consacrent une idée nationaliste, xénophobe, de la grandeur d'une civilisation, d'une culture, les musées qui sont basés sur le pillage, des musées qui sont basés sur une histoire de l'art totalement eurocentrée ou occidentalocentrée, ces musées, pour moi, comment dire, les symptômes d'une vision impérialiste. Ne devraient peut-être pas, si on voulait garder le terme musée, j'essaie vraiment de répondre à votre question de manière un peu précise, si on voulait garder le terme musée, et peut-être faut-il se demander, peut-être faudrait-il appeler ces endroits, ces institutions, Louvre, British Museum, National Gallery, etc., Humboldt Forum, etc., d'un autre nom. Peut-être que c'est pas, c'est-à-dire que ces institutions qui se proposent de préserver comment ils appellent ça, l'héritage de l'humanité, en fait, sont en train de mettre en place une vision impériale et coloniale du monde. Donc, on pourrait les appeler
comment dire, hangars coloniaux ou institutions coloniales ou institutions impériales. Voilà, peut-être que le terme serait plus précis. Mais il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qui se font. On n'a pas le temps ici d'en parler, mais il y a énormément de travail. Il y a du travail aussi autour des musées, du changement climatique aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifiera. Il y a du travail autour de quelle architecture. Il y a aussi beaucoup de petits musées qui se font, beaucoup de petits musées communautaires sur l'histoire, même de petits quartiers, des musées de quartier, qui proposent justement, qui sont peut-être des formulations de la question que vous posez, de quel est l'avenir. Et peut-être qu'il n'y aura pas une forme musée, qui est quand même ce qu'a imposé jusqu'à présent l'Occident, mais des formes de représentation et d'exposition. Merci, je vais passer maintenant aux questions. On va passer ensuite aux questions posées dans le chat. Il y en a beaucoup, mais je ne peux pas les lire, je suis désolée. Elles sont en russe et je ne peux pas les lire. Il faut me les traduire, je ne peux pas les lire. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais essayer de lire la première question de contexte russe, mais le problème est général. On commence les questions de décolonisation en Russie dans le contexte des villes, des grandes villes, mais dans les petites villes, c'est aussi. Alors donc, est-ce qu'il faut inviter pour la discussion de la décolonisation inviter les représentants des groupes opprimés pour parler alors donc de la décolonisation? C'est-à-dire que la décolonisation dans le cadre de la Russie se dit, alors donc se discute, mais surtout alors dans le contexte de très grandes villes. Alors donc, mais il faut aussi alors donc parler des petites communautés. Est-ce qu'il faut inviter pour ces discussions les représentants de ces petites communautés pour discuter de la décolonisation? Merci. Oui, on ne peut pas faire de décolonisation sans les personnes concernées, premièrement. L'Empire se construit sur l'oppression des groupes, sur l'idée qu'il y aurait un groupe qui représente, comment dire, la vraie culture, la vraie langue, la vraie civilisation. Alors, dans le cas de l'Empire russe, c'est-à-dire l'Empire russe déjà avant le XXe siècle, et il y a aussi l'idée de ce que c'est qu'être russe, qu'est-ce que ça signifie être russe. Et en général, cette idée qui est, je veux dire, elle vient de l'État, elle vient d'en haut. Et donc, qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, au XXIe siècle? Qu'est-ce que ça signifierait? Bon, ça c'est déjà ça. Et effectivement, tout travail de restitution et de réparation, parce que la réparation aussi doit être une question extrêmement importante, ne peut pas se faire sans les groupes opprimés. Donc aujourd'hui, dans la Russie actuelle, identifier les groupes opprimés, identifier les groupes qui n'ont pas été représentés ou qui ont été marginalisés, ou alors représentés de manière discriminatoire, représentés de manière marginale, et travailler avec ces groupes, oui, pour voir d'abord ce que ces groupes veulent, oui, et puis, est-ce que ça veut dire aussi, ça c'est une question importante, est-ce que ça veut dire que ces groupes veulent entrer dans le grand musée, dans les grands musées, ou construire absolument autre chose, inventer autre chose? Parce que la réparation, ce n'est pas simplement, je l'ai dit, ajouter quelque chose au mur ou dans la salle, hein. La réparation, la décolonisation, c'est plus profond que cela. Ce n'est pas simplement ah tiens, il faut mettre 50% de femmes et 50% d'hommes, et puis après dans les hommes et les femmes, faire attention qu'il y a tous les groupes qui sont représentés. Ça, c'est de l'image. Ça ne travaille pas. La décolonisation, c'est vraiment que l'ordre du monde tel qu'il est n'est pas acceptable.
et que la décolonisation, ça veut dire de changer cet ordre du monde, pour un monde plus juste, plus égal, plus humain. Donc, c'est les questions de représentation de ces groupes opprimés, c'est des représentations de quels ont été les crimes commis envers ces groupes et comment ces groupes racontent, comment ces groupes perçoivent. Et les crimes, ce n'est pas simplement les massacres, c'est aussi la destruction écologique, ça veut dire les politiques imposées aux femmes. Je veux dire, bon, et ça, il est certain que ce soit l'Empire russe ou ensuite l'Empire soviétique, il y a des choses à dire là-dessus. Et c'est aussi, si vous voulez, la décolonisation telle qu'elle a été conçue, telle qu'elle a été pensée, plutôt surtout dans ce qu'on appelle le Sud global aujourd'hui, par les peuples en Afrique, dans les Amériques ou en Asie. Et il a été aussi à poser la question de ce que c'était l'invention du blanc, de la blanchité, si vous voulez, que je veux dire, s'invente en Europe, on le sait, il y a des tas d'ouvrages là-dessus, la race blanche, qui veut dire qu'il y a d'autres races. Alors, dans la question de la décolonisation, c'est central, c'est assez au cœur de la décolonisation, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus, je veux dire que cette idée de race, de hiérarchie des races disparaisse et que, notamment, le racisme anti-noir ou le racisme anti-musulman qui sont extrêmement prégnants, pas seulement en Europe, mais ailleurs. Donc, ça voudrait dire aussi, dans la décolonisation dont vous parlez en Russie, de se poser la question de comment ont été construites des hiérarchies de culture et de civilisation et qu'est-ce qui est blanc en Russie? Est-ce qu'il est blanc au sens, pas nécessairement de la couleur de peau, c'est pas ça, c'est au sens d'une construction, d'une ethnique de quelque chose qui serait supérieur hiérarchiquement. Est-ce que ça, et ça c'est vraiment au cœur de ce qu'on appelle la théorie décoloniale aujourd'hui, qui est quand même qui est assez diverse, hein, et dans laquelle il y a quand même beaucoup de discussions, de ne pas oublier le genre, de ne pas oublier la classe dans ces questions décoloniales. Il ne s'agit pas simplement de parler d'ethnicisation, de racialisation, mais de croiser ce qu'on appelle l'intersectionnalité, de croiser toutes ces formes d'oppression qui ont été mises en place. Donc oui, les petites villes, les groupes opprimés, oui, je ne vois pas comment ça pourrait se faire autrement. Merci pour la conférence, merci pour votre question. Nous ne pourrons jamais oraliser toutes les questions. C'est pourquoi je me permettrai alors donc de réunir certaines questions. Alors, il y a beaucoup de travailleurs de musées parmi les personnes qui nous écoutent qui travaillent plutôt dans la partie pratique, mais vous avez parlé alors donc de la non pas des réponses universelles, mais plutôt alors donc de manière de poser des questions. Alors donc et bien sûr donc il ne peut pas y avoir de généralisation, mais plusieurs auditeurs s'intéressent des questions de la restitution et des mécanismes concrets de la restitution. C'est pourquoi il serait intéressant d'entendre votre opinion. Est-ce qu'il y a les protocoles du processus de restitution? Est-ce que c'est les musées qui doivent alors donc proposer alors donc ces mécanismes, ou bien c'est la politique de l'État? Pouvez-vous réaliser alors donc peut-être les cas les plus intéressants relatifs à la France, par exemple, et la question concrète aussi? Combien de pièces sont restituées alors globalement? Est-ce qu'il y a vraiment les cas intéressants de restitution des objets? Oui. C'est très, très important parce qu'en fait, la restitution, on peut dire, voilà, il faut la restitution, mais en fait, il y a des tas de lois, mais c'est, je veux dire, la loi qui encadre la restitution. Il ne s'agit pas simplement de la vouloir ou de la souhaiter. Alors, les lois sont différentes parce que c'est selon que la propriété est publique ou privée. Donc, si, par exemple, il y a des universités en Angleterre ou en Écosse qui possédaient des objets, et comme ce sont des universités privées, elles ont le pouvoir de rendre ces objets au peuple qui les réclame.
parce que ces objets leur appartiennent, c'est leur propriété. Parce qu'il y a la question, en fait, les objets, c'est une propriété. Il y a une propriété privée. Donc, il y a la notion de propriété privée, d'appropriation. Et quand c'est un objet dans une institution publique, comme le Louvre ou le British Museum ou d'autres grandes institutions publiques, c'est l'État lui-même. Il faut qu'il y ait une loi qui rende cet objet au peuple. Parce que les États européens ont transformé ces objets qu'ils ont pris, qu'ils ont pillés, en ont fait des objets qui appartiennent au peuple britannique ou au peuple français. Donc, les objets qui sont dans le Louvre appartiennent au peuple français. Et seul le peuple français peut décider, en votant une loi, de restituer cet objet. Pareil pour l'Angleterre. Récemment, il avait été question que finalement, les frises du Parthénon soient rendues à la Grèce. Et le British Museum était plus ou moins prêt à considérer la chose, ou peut-être de prêter certaines parties des frises du Parthénon. L'État, le gouvernement britannique, enfin il n'y a pas d'État, mais le gouvernement britannique a dit non, pas de question. Les frises du Parthénon ne seront pas rendues. Et c'est le gouvernement qui a le droit de dire non ou de dire oui. Donc en fait, la restitution n'est pas du tout un processus simple, c'est très long, c'est souvent très long. Vous avez, alors si je prends le cas de la France, vous avez les résistances des conservateurs dans les musées, des musées eux-mêmes, des institutions qui ne veulent pas, qui parfois cachent l'objet. Il y a eu des objets qui ont été recherchés pendant plusieurs années parce que tout d'un coup, on ne savait plus où ils étaient. Donc, il y a aussi ça dissimule, ça ne veut pas rendre, il y a beaucoup de résistance. Et puis, il n'y a pas d'accord ensuite si ça part au Parlement, il n'y a pas d'accord, il y a aussi dans la représentation des élus français des gens qui sont contre, qui trouvent qu'il n'y a pas de raison de rendre ça aux Africains, que la colonisation c'était bien, que ça a apporté des bonnes choses et que ces gens-là ne seront pas capables de préserver les trésors de l'humanité. Parce que ces objets ont été transformés en trésors de l'humanité, donc qui appartiendraient à toute l'humanité. C'est pour ça que ces musées, en fait, seraient les gardiens des trésors de l'humanité. Et de rendre ces objets à des Africains ou des Asiatiques ou des Amérindiens, c'est les perdre, parce que ces gens-là ne savent pas les préserver. Donc, il y a toute une idée coloniale qui continue, et une idée raciale que ces gens-là ne savent pas faire. Il faut dire que ce sont les États occidentaux qui ont développé énormément de pratiques de conservation et de préservation, puisque c'était lié à l'idée même de musée, conserver au nom de cela. Et qui était différente d'autres cultures où ce qu'on conserve, ou ce qu'on ne conserve pas, ce qu'on garde pas, n'est pas du tout la même conception que la conception occidentale, qui est de tout garder, de tout préserver, tant que cela soutient le discours de l'État. Donc, les protocoles sont très lents, et pour l'instant, pour votre question sur combien d'objets ont été restitués, très peu. En France, très peu. En Angleterre, selon les institutions, donc les institutions privées, je vous le dis, par exemple, il y a des musées privés ou des universités privées qui ont restitué des objets. Aux États-Unis et au Canada, c'est très compliqué aussi, c'est pas du tout facile, c'est vraiment très très long. En fait, finalement, en gros, il y a énormément d'obstacles. En gros, il y a énormément d'obstacles. Il y a une exigence, mais on vous rend les objets. Nous voulons voir quel est le musée que vous avez construit, comment vous allez les préserver, sinon vous ne vous rendrez pas. Donc, des conditions qui sont imposées, alors que finalement, les gens pourraient vouloir faire ce qu'ils veulent de ces objets. S'ils veulent les vendre, ils pourraient vouloir. Je dirais rien. C'est à eux, c'est leur culture, c'est eux qui les ont fait. Et donc, il y a des conditions, il y a énormément de résistance, en fait. Très peu. Quand on compare le nombre d'objets dans les musées occidentaux, le nombre d'objets qui viennent d'Afrique, d'Asie ou des Amériques ou des Caraïbes ou du Pacifique, avec le nombre d'objets restitués, c'est rien. Mais c'est rien. C'est, je sais pas, c'est une infime. C'est absolument infime. Alors, il y a 2 ou 3 objets qui sont des objets, comment on peut dire, symboliques, parce que le pillage a été tellement énorme, mais par exemple le pillage du palais d'été à Pékin par les troupes allemandes, anglaises et françaises,
aucun objet n'a été restitué jusqu'à présent. C'était fait au 19e siècle, ce pillage. Alors, il y a des pillages du Bénin où ça commence à être restitué, mais c'est très difficile. Donc, non, les restitutions, pour l'instant, les protocoles sont très lents. Il y a énormément de résistance. Les musées, je vous dis, ça dépend de est-ce que c'est une fondation, une institution privée ou publique, mais même à l'intérieur de ça, l'institution privée peut tout à fait refuser. Au nom, parce que vous avez le principe de la propriété privée. À partir du moment où ces objets ont été acquis, malhonnêtement ou honnêtement, ils deviennent propriété privée. Donc, ils n'appartiennent plus au peuple qui les ont conçus ou aux personnes qui les ont conçus. Donc ça, c'est aussi, il y a toute la question dans la restitution, la question du marché, du marché de l'art, que ce soit des objets, et qui donne aussi, qui du coup, par exemple, construisent des valeurs autour de ces objets qui sont que des peuples ou des États ne peuvent pas du tout rassembler. Parce que vous avez aussi les collectionneurs privés. Quand on parle de restitution, on pense souvent seulement aux institutions, mais les collections privées, il y a énormément d'objets dans les collections privées. Et les collections privées, ça appartient à une personne. Par exemple, moi, je pourrais dire, j'ai ces objets-là, il n'y a pas question, ou alors, si vous le voulez, ça vous coûtera 56 millions. Bon, voilà. Et il y a des cas, notamment quand il y a eu quand Bagdad a été envahi par les troupes américaines, le musée de Bagdad a été pillé, 75 000 objets ont disparu, et on sait que certains objets ont été trafiqués, des objets ont été restitués, ont été retrouvés et restitués, mais certains objets ont été mis sur le marché. Et on sait qu'une tête extraordinaire qui date vraiment du 4e ou 5e siècle dans cette partie du monde, a été acquise par un collectionneur privé pour 58 millions. On ne sait pas qui est ce collectionneur privé, mais cette personne a acquis cet objet absolument inestimable de l'art de la Mésopotamie. Donc, on a aussi dans la restitution énormément les collections privées et la circulation d'objets qui font que beaucoup d'objets, on ne sait pas où ils sont, d'objets d'art, au sens ce qu'on appelle les objets d'art, que ce soit d'Afrique, du Proche-Orient, des Amériques, des Caraïbes ou du Pacifique. Donc, il y a tout un travail qui n'a pas été, des collections privées, ça on ne sait pas, on ne sait pratiquement pas ce qui se passe. Et dans les collections publiques, enfin dans celles qui sont des musées privés ou des musées publics, on sait un peu, mais pas notamment, comment dire, l'indexation de tous ces objets n'a pas été complètement faite, n'est pas complète. N'est pas complet. Да, спасибо за ваш ответ. Коллеги просят озвучить. Merci beaucoup alors donc pour votre réponse. Alors les collègues demandent, faut dire que le partenaire alors de cette rencontre aujourd'hui, c'est l'association alors donc Expérience de musée. Question technique alors donc combien de temps nous disposons encore et combien de questions peuvent être encore posées, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Oui, c'est pas pour moi. Но это не Хорошо, ладно, я передам слово своей коллеге. Да, в таком случае у нас не очень много осталось. En ce cas, il ne reste pas beaucoup de temps. Et la question suivante, liée à la question de la restitution, votre réponse, alors là, c'est le contexte du droit international, mais il y a la question relative qui descend, alors donc cette question au niveau de l'État multinational, notamment de la Russie, par exemple, le fait comment peut-on décoloniser comment on peut se représenter la décolonisation de l'Ermitage, par exemple. Peut-on imaginer que alors donc, comment de la Kunstkamera de Saint-Pétersbourg va
renvoyer alors donc le crâne de Hadji Mourad, par exemple. Alors donc, si alors donc le même, voilà, pour vous illustrer un petit peu la question, alors donc comment on peut imaginer le même processus de restitution au niveau alors donc de l'État comme la Russie actuellement. Alors quand les musées des grandes villes, alors dans Moscou, Saint-Pétersbourg, renferment alors donc les objets alors auxquels peuvent prétendre alors donc les différentes régions de l'immense Russie. Bien sûr, tout à fait. C'est une question, mais vous savez, c'est une question qui pourrait se poser pour la France, parce qu'on oublie que la France a énormément de territoires de ce qu'on appelle outre-mer, mais qui appartiennent à la République française et dont les objets sont en France. Donc, par exemple, quand vous êtes en Nouvelle-Calédonie, qui est à 22 heures de vol de la France, vos objets sont en France. Vous voyez, donc de toute façon, cette question, oui, mais vous avez raison. La question de la construction, comment dire, de la construction, ce que vous dites pour les grands musées à Moscou et Saint-Pétersbourg qui rassembleraient tout ce qui s'est fait dans toutes les différentes régions et les nations de cet espace qui s'appelle la Russie, ça fait partie, la centralisation fait partie de la construction d'un État centralisé. C'est-à-dire, ce sont les capitales ou les grandes villes qui possèdent les richesses de l'État. Et ça, c'est une conception tout à fait, évidemment, comment dire, verticale de l'État. Donc, on peut tout à fait concevoir que l'Ermitage ou les grands musées de Moscou, leur décolonisation commence par la restitution aux différentes régions dont les objets sont dans ces musées, leur restitution. Et de voir évidemment comment se représente, qu'est-ce que ça veut dire de représenter ce que vous dites de ce multinationalisme qui existe dans cet espace. C'est une question qui effectivement pose la question, qui questionne un nationalisme centralisateur, de haut en bas, avec un État fort, qui dit voilà ce que ça sera, voilà ce que c'est que la culture, voilà ce que c'est, comment on représente, voilà ce que c'est, voilà, Russie c'est ça, et de donner un autre caractère, un autre contenu, question qui se pose aussi à l'Ouest, hein, qu'est-ce que c'est que l'Allemagne aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la France, qu'est-ce que c'est que l'Europe, puisque l'Europe n'est pas du tout blanche et chrétienne comme comme ça se prétend, mais il y a plein d'autres personnes sur cet espace. Donc oui, cette question de comment faire justice à toutes les personnes, tous les groupes et communautés qui vivent dans un espace qu'un régime, qu'un gouvernement a rassemblé dans un seul, en disant ça c'est la France, ou ça c'est la Russie, ou ça c'est l'Allemagne, et sans tenir compte, ou ça c'est l'Italie par exemple, puisqu'on sait que l'Italie c'était plusieurs duchés et plusieurs royaumes qui ont été rassemblés assez tardivement d'ailleurs dans un seul État. La même chose pour l'Allemagne. Donc comment aujourd'hui, dans ces États qui sont de haut en bas, et dans la montée partout dans le monde, pas seulement en Europe, d'un nationalisme xénophobe, je veux dire, c'est pas du tout à l'Europe, on peut penser à l'Inde aujourd'hui ou à d'autres pays, de ces nationalismes qui renforcent complètement, évidemment, des régimes autoritaires. Et les régimes autoritaires vont toujours avec une représentation de ce que c'est que la vraie culture, la culture qu'il faut soutenir, l'éducation qu'il faut avoir dans les écoles, comment se forment les gens, ça va avec un régime, ça va avec cette idée autoritariste de ce que c'est que la bonne culture et l'art qu'il faut montrer. Jamais l'art n'est neutre en dehors. Il est toujours lié à des projets politiques, à des projets vraiment. Alors, si le gouvernement est autoritaire, ça sera un projet autoritaire. Et même quand le gouvernement est dit démocratique, comme en Europe de l'Ouest, on voit que se poursuivent des héritages colonialistes et impérialistes aujourd'hui. Donc, c'est un constant travail. Et votre question, oui, comment la décolonisation de l'Ermitage, ce serait, mais déjà, de refaire l'histoire de l'Ermitage, qu'est-ce que c'est, quand, quoi, comment se constitue sa collection, d'où elle vient, quelle est la part des acquisitions, des vols, des pillages, ensuite qui travaille, qui est formé, quelle est la formation,
des historiens de l'art et des conservateurs qui travaillent dans ce musée. Quel est le message les messages qui sont comment dire, fabriqués par ces représentations? Qu'est-ce que l'Ermitage dit finalement quand on y va? Je visite l'Ermitage, quel est le message que je reçois? Je ressors de là avec l'idée d'un très grand musée qui représente un meilleur de l'art et qui est lié donc à la Russie. Donc, qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que je veux raconter différemment? Ensuite, à l'intérieur de l'Ermitage, il y aurait des objets comment dire, qui appartiennent, qui ont été par des communautés ou des peuples qui ne vivent pas là à Saint-Pétersbourg, mais à je ne sais pas combien de milliers de kilomètres, et qui en sont privés de ces objets. Qui sont privés de ces objets, pas au sens simplement de la propriété privée, privés de ces objets au sens où ces objets peuvent continuer à constituer des sources de créativité, des sources d'idées. Hein? Moi, si je vais au Louvre, je vois des objets, ou je vais au musée du Quai Branly, je vois des objets dont sont privés les peuples. Et moi, par exemple, ça va me donner des idées, ça va me faire, je sais pas, penser à un film, je sais pas quoi, et ces personnes en sont privées. Donc, on voit aussi dans cette concentration autoritaire et verticale des objets que l'on prive des peuples, que l'on prive des communautés de sources de créativité et d'imagination. Que ce qu'on leur offre, c'est la reproduction de ça ou quelque chose de moins. Donc oui, la décolonisation, c'est aussi c'est faire de la décolonisation, c'est une question aussi de justice et de démocratisation, mais au sens pas nécessairement au sens comment dire colonial du terme, ou je sais pas quoi, mais vraiment de tenir compte de ce par exemple, si je veux dire, bon, si je veux parler pour l'Europe, mais c'est quoi l'Europe que nous voudrions? Puisque l'Europe que nous connaissons actuellement est une Europe qui a quand même des politiques extrêmement autoritaires et extrêmement aussi discriminatoires. Et donc, dans se dire, quelle serait une politique d'exposition, une politique muséale, et puis après, sous quelle forme d'institution? Quelle serait une politique muséale en Russie aujourd'hui qui questionne ce qui a été fait jusqu'à présent, que ce soit par la Russie tsariste ou par ensuite, et qu'est-ce que ces formes ont marginalisé, censuré, effacé, et qui devrait donc être questionné, et qu'est-ce qui serait intéressant de remettre à jour, de réparer en proposant d'autres récits. Qu'est-ce que serait cette proposition décoloniale aujourd'hui en Russie, et qui ne va pas nécessairement partir de l'institution, bon, évidemment décoloniser l'Ermitage, pourquoi pas, mais qui va partir aussi de qu'est-ce qui peut se faire à 3000 km ou 5000 km de l'Ermitage. Quelle est la forme? Quelles sont les formes? Quand je dis les formes, ce n'est pas simplement d'exposition de nouveau de ce qu'on met sur les murs, mais comment? Est-ce qu'il faut faire 1000 petits ermitages ou 10 000 petits ermitages, ou l'Ermitage, bon ben voilà, c'était une forme, et pourquoi il y a eu cette forme? Cette forme correspondait à une conception de l'État, que ce soit l'État, une conception de l'État. C'était, voilà, on rassemble dans un seul endroit ce qu'on pense être les trésors de l'art. Donc cette conception elle-même peut être mise en question. Et là, je vous dis juste comme ça pour vous donner un peu un exemple, quand je travaillais aussi sur l'esclavage, j'avais la question, qu'est-ce qu'on fait en Guyane? La Guyane française, c'est un immense territoire, d'accord? C'est un immense territoire. Donc l'idée, c'était tout de suite de faire un musée dans la capitale, à Cayenne. Mais Cayenne, il y a je ne sais combien de milliers de gens qui n'iront pas. C'est très très loin, on n'y va pas, ça coûte très cher. Et moi, j'avais proposé, mais pourquoi pas des musées nomades? C'est-à-dire des musées même comme, je sais pas, des musées cirques, c'est-à-dire un musée qui arrive dans un village, hop, on déploie le chapiteau, on fait l'exposition, il y a une exposition pendant un mois, on discute avec les gens, on parle, et puis l'année suivante, on revient, on fait comme des tournées, et de nouveau, les choses peuvent changer. Donc, on est aussi dans un processus plus dynamique, plus vivant,
plus vivant des choses. Donc, il y a des choses à imaginer. Il y a aussi des musées éphémères qui se font, notamment, qui se sont faits en Amérique du Sud, qui sont des musées, par exemple, dans des petits villages, qui sont des villages un peu pauvres. Il y avait la proposition qu'une maison, par exemple, une pièce d'une maison de ce village, serait une galerie, un petit musée pendant un certain temps. Et la personne recevait quelque chose en compensation, ou on lui construisait quelque chose de nouveau. C'était des artistes ou des associations qui faisaient ça. Et comme ça, les gens de ce village qui n'avaient jamais accès à ce que c'est pour eux, pour ces personnes, le musée, c'est absolument inaccessible, avaient accès à ce que ça pouvait être et pouvaient en discuter. Donc, toutes ces formes de décentralisation, de ne pas répondre à l'état vertical sont possibles, bien sûr, bien sûr. Donc en Russie, des tas de choses sont possibles. Enfin, je pense. Спасибо большое. Я думаю, что у нас Merci время... beaucoup. Alors, donc, nous avons le temps pour la dernière question. Peut-être, j'ai essayé de réunir plusieurs questions. Alors, si nous parlons sur des musées non pas sur les territoires des métropoles, mais des musées qui étaient créés par les autorités coloniales sur les territoires des colonies. Par exemple, dans les républiques de l'ex-Union soviétique, il y a eu un grand nombre de musées régionaux dont les expositions, après alors donc l'indépendance, sont restés en héritage, alors et les musées alors les gèrent différemment. Et parfois, alors les nouvelles approches, les nouveaux approches, alors pour gérer les expositions, répond alors donc aux impératifs nationalistes de ces régions. Alors donc qui étaient autrefois les régions de l'Union soviétique. Quelles tactiques peuvent être possibles pour transformer alors donc les expositions de musées sur les territoires des colonies d'une part, par exemple, et d'autre part, alors donc ce qu'on peut effectivement laisser la place au patriotisme nationaliste. Alors donc, quand par exemple, alors donc on peut laisser quand même une exposition alors donc qui fait pédaler le thème du nationalisme, mais bien sûr alors donc laissant la place aussi alors donc à l'idée nationale. Oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est une très bonne question parce qu'il faut bien comprendre que la décolonisation, ça ne veut pas dire que l'indépendance est suffisante. L'indépendance, comment dire, c'est une étape dans la réappropriation d'un espace, tout ça, mais la construction ensuite d'une idéologie qui serait une idéologie nationaliste xénophobe, et de nouveau une élite qui reprend le pouvoir et la domination. Ça n'a strictement rien à voir avec la décolonisation. On le voit certainement donc dans ce que vous dites, dans d'anciennes républiques soviétiques qui sont devenues indépendantes et qui utilisent des expositions pour pousser à des idéologies totalement nationalistes au sens vraiment... oui, au sens nationaliste du terme, c'est-à-dire réactionnaire, pour parler ainsi, discriminatoire. Et je veux dire, on le voit en Inde aujourd'hui, on le voit en Chine, on le voit dans beaucoup de pays. Il y a effectivement, la question du musée aujourd'hui ne peut pas être séparée de cette question extrêmement importante de la montée de ce qu'on appelle dans certains pays du fascisme, carrément, hein, d'idéologies fascistes qui reviennent, d'idéologies racistes qui reviennent. On peut, je veux dire, l'Italie, par exemple, est dirigée par une première ministre d'un parti qui se dit clairement fasciste, et avec des idées justement de ce que c'est sur la culture et le musée. Ces personnes ont des programmes sur ce que devraient montrer les musées, devraient montrer. Donc je suis tout à fait... La question, c'est pas parce que il y avait un colonialisme ou un impérialisme russe puis soviétique que, par exemple, les républiques indépendantes vont faire
on va avoir une politique décoloniale, ce n'est absolument pas automatique, ce n'est absolument pas évident. Le fait que, je veux dire, les gouvernements, ces gouvernements de pays, de nouvelles républiques, reproduisent à leur échelle un discours nationaliste, excluant de leur propre minorité, parce que, je veux dire, après tout, ils peuvent tout à fait avoir, ces républiques peuvent tout à fait avoir aussi sur leur sol des groupes opprimés et des minorités. Oui, bien sûr. Et ça, c'est pas de la décolonisation. C'est la reproduction de la même idéologie, où le musée est un outil de propagande, tout simplement, de propagande nationaliste. Oui, oui, tout à fait. Je dirais, l'Inde en ce moment est très claire là-dessus, c'est-à-dire de réécrire toute l'histoire de l'art, d'effacer tous les apports musulmans surtout. Enfin, je veux dire complètement, on l'a vu aussi, on peut le voir aussi, on l'a vu en France évidemment, bon, tout ça c'est je veux dire, mais comme pour répondre à votre question, et dans les pays décolonisés, dans des pays indépendants aussi du Sud global, on a vu la politique... on a vu la politique coloniale se poursuivre. Donc, les questions comment dire, de couches de colonisation qu'il peut avoir dans le pays même. C'est-à-dire, par exemple, la France, pour prendre le cas de la France, l'État de la France, pour se construire, colonise ses propres régions, va interdire les langues qu'on dit les langues régionales, le breton, l'occitan, tout ça. Donc, ces constructions d'État qui ont existé certainement en Russie sont des constructions de toute façon monopolistiques. Donc, qu'est-ce qui est colonisé à l'intérieur? Qu'est-ce qui est ensuite? Et qu'est-ce qui ensuite se reproduit? Donc, ça, c'est vrai. Donc, la décolonisation, c'est vraiment pas simplement de dire quand l'État, la question, je veux dire, la décolonisation, c'est pas l'État qui la décide. C'est un mouvement profond de changement de mentalité, de notre tête, et puis de se poser des questions. Donc oui, il est tout à fait possible que les nouvelles républiques utilisent les musées, les expositions pour construire un discours totalement nationaliste, avec l'idée d'une culture pure et figée qui aurait existé là, avec des coutumes qui seraient propres à telle ou telle république. Et en général, on voit qu'à l'intérieur de la république en question, il y a des groupes minoritaires ou des groupes opprimés à qui on ne demande pas leur avis. Donc oui, la décolonisation, c'est vraiment profondément un projet de transformation vraiment de la société qui doit tenir compte de toutes les formes d'oppression, contre les femmes, contre les groupes minoritaires, contre des gays, contre des trans. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, c'est de voir comment l'État divise et construit des groupes qu'il oppose les uns aux autres et fait passer l'idée de ce que c'est qu'être russe ou qu'être tadjik ou qu'être ouzbek ou qu'être français, et que c'est cette idée-là qui vous détermine, qui signifie que vous appartenez à la communauté nationale. Puis si vous en dégagez, vous n'en faites plus partie. Mais vous savez, on voit, je veux dire, ça c'est vrai, c'est la politique étatique. Et la décolonisation, elle ne va pas venir de l'État, qui est souvent donc un État qui... le modèle de l'État moderne, c'est un État qui a peur comment dire, qu'il y ait plusieurs cultures sur son sol. C'est toujours, je veux dire, l'État moderne, tel qu'il a été conçu, veut une langue, une culture, une religion, voilà, c'est le modèle de l'État moderne. Donc, qu'est-ce que ça serait, les formes différentes, c'est une question. Mais la montée de nationalisme culturel est effectivement un énorme problème aujourd'hui. Un énorme problème aujourd'hui. Mais je pense que la Russie n'y échappe pas, comme la plupart des pays aujourd'hui. Enfin, des pays, des États.
Спасибо вам огромное за ваше Merci beaucoup, Françoise, alors donc pour votre présentation, pour vos réponses et questions. Je remercie aussi alors donc le Centre des initiatives du musée, alors donc l'Institut français de Saint-Pétersbourg. Remerciements aussi aux traducteurs. Et après ma réplique, il y a eu la discussion dans le chat. Alors, question alors, donc, peut-on considérer le Caucase et l'Asie centrale les colonies de l'Empire russe dans le passé? Toutes ces questions-là, évidemment, jusqu'à présent, sont des questions soumises à la discussion. C'est une grande question. Est-ce que c'était des colonies en Empire russe, alors ou non? Alors, donc, nous espérons Ce sont des questions qui sont extrêmement importantes. Ce sont Étant- des questions extrêmement importantes, mais c'est des questions auxquelles il faut vraiment répondre. Qu'est-ce que c'est que la colonie? Qu'est-ce que ça a été la colonie? Et les colonisations, qu'est-ce que la colonisation? La colonisation n'a pas été simplement. Il y a eu le mode européen de colonisation qui a été extrêmement, qui est le plus connu avec l'esclavage puis le post-esclavagisme, mais il y a d'autres formes, évidemment. Il y a d'autres formes d'empire. On parle des empires aussi en Asie. Je veux dire, Taïwan est vu aussi comme qui a été une colonie japonaise. Enfin, oui, la question de la colonisation est une question extrêmement importante. Donc, comment la Russie a colonisé, oui. Et quoi? Comment? Спасибо вам. Надеемся, что... Merci beaucoup, Françoise. Merci. Alors, Merci, donc, merci beaucoup. Спасибо. Merci. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci. Merci pour vos questions. Merci à l'Institut, merci à l'association, merci aux traducteurs Merci, madame. et merci pour vos questions. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Таня, вы меня слышите?